Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien, c'est bon? Eh bien, bienvenue à cette table ronde. On accueille aujourd'hui Flore Berlingen, qui est autrice d'enquête et essais critiques autour de l'écologie et qui est aussi ancienne directrice de Zero Waste France. On a aussi Julie Oran, qui est directrice de La Belle Déchette, que tu as créée en 2017 à Rennes, et co-initiatrice du réseau de ressourcerie bretonne. Et Baptiste de la Gournerie, cofondateur et président de l'association Utopia, comme ça qu'on prononce, hein, Utopia, voilà, qui aide les entreprises à réduire leur impact et dans une logique circulaire. Voilà pour les intervenants. Et pour vous, je ne sais pas exactement, levez la main si vous êtes étudiant, étudiante. Ok, d'accord. Et ceux qui ne le sont pas, je sais pas, acteurs publics, acteurs privés, ou à votre compte, je ne sais pas. Ok, donc on a un peu de tout, mais voilà pour la présentation, donc sur une table ronde autour des déchets, du recyclage, etc. Et ma première question pour toi, Flore. Donc tu as écrit le livre Recyclage, le grand enfumage. D'ailleurs, je te félicite pour ce titre que je trouve excellent. Le titre n'est pas de moi. Alors, je te félicite pas. Voilà, en fait, tu analyses le dysfonctionnement du recyclage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet ? Merci, tout d'abord, merci beaucoup. Je suis ravie de participer à ce bel événement et à cette table ronde. Justement, on peut repartir du titre, hein, parce que justement, j'avais un petit désaccord avec mon éditeur sur ce titre, parce que enfumage, ça fait un peu... voilà, provocateur, etc. Moi, j'aurais préféré... je préfère le terme d'écran de fumée, par exemple, voilà, qui me semble peut-être plus juste, mais c'était quand même bien ça l'idée au départ, c'était d'essayer de décrypter les enjeux liés au recyclage et d'alerter sur le fait que le recyclage pouvait être mis en avant dans le but de faire écran, voire de dissimuler la réalité d'une économie qui est loin d'être circulaire, et que le recyclage pouvait même être instrumentalisé à des fins de greenwashing, ou même tout simplement instrumentalisé pour retarder des actions plus radicales visant à réduire l'usage du jetable. Et par jetable, j'entends le jetable au sens large, pas seulement évidemment les produits à usage unique, le plastique jetable, etc., mais aussi globalement tous les vêtements, objets, produits dont la durée de vie est limitée alors qu'elle ne devrait pas être limitée. Donc voilà, l'idée c'était de montrer, dans ce livre, que la promotion du recyclage et tous les moyens qui sont mis en œuvre pour développer le recyclage doivent être mis en balance avec les efforts aussi qu'on fait pour essayer de prendre le problème plus en amont. Donc de s'attaquer à la durée de vie des objets qui nous entourent, notamment. Et que le recyclage donc, ne devait pas servir finalement d'argument ou de justification pour prolonger cet état de fait, pour prolonger cette civilisation du jetable. Parce que malheureusement, c'est un peu à ça qu'il sert en ce moment. C'est la justification numéro 1 pour finalement continuer à peu près comme pareil, à peu près comme avant, en se disant que comme on va essayer de circulariser tout ça, ça va le faire d'un point de vue ressources, énergie et déchets, alors qu'en fait, l'équation ne fonctionne pas aussi bien que ça. Et toi, Baptiste, donc, comme toi, tu formes aussi les salariés, la direction. Est-ce que c'est un discours que tu rejoins ? Est-ce que tu as des choses à ajouter là-dessus ? Et comment tu vois la réaction des entreprises, justement, à ces sujets-là ? Alors, oui, merci. Juste préciser un axe, on a aussi tout un aspect citoyenneté. Donc l'association est d'abord née, d'abord citoyenne. On a travaillé sur une encyclopédie des plastiques. On a entamé le travail sur une encyclopédie des plastiques depuis 2019. Et donc oui, je rejoins cette question du recyclage. J'irai même un peu plus loin. Refaire un cycle aujourd'hui, on ne le voit pas dans la nature, on ne le voit pas dans la réalité des choses. Il y a une notion qui s'appelle l'économie symbiotique. Et en fait, c'est plutôt dans cette direction-là qu'on devrait aller, c'est-à-dire penser les ressources comme étant pour ce qu'elles sont, pour la fonction auquel elles répondent, pour comment est-ce qu'elles peuvent s'intégrer dans un écosystème à moyen long terme.
sur cette partie de recyclage, il est important aussi de faire la différence entre la définition sémantique et on va dire la définition réglementaire. Et sémantiquement, recyclage, c'est refaire un cycle. Réglementairement, c'est toute solution qui, en gros, n'est pas de l'incinération et n'est pas du compostage, quoi. Donc, nous, on avait participé à une audition parlementaire sur le recyclage plastique. Et en fait, il y a vraiment un différentiel, on peut appeler ça greenwashing ou tout ce qu'on veut, entre les termes utilisés et brandis aujourd'hui et qui sont réutilisés par les entreprises. Et du coup, les stratégies qui se mettent là-dessus et la réalité de terrain et la réalité des faits, ça ne fonctionnera pas. Il y a des limites. Si on parle sur le domaine des plastiques, qui sont techniques, qui n'amènent pas la possibilité de faire un recyclage, techniquement parlant, on casse des éléments, on casse les matériaux au cœur même de leur propriété. Et donc, dans tous les cas, on va obtenir, même quand on utilise du recyclage mécanique, des matériaux qui sont de moins bonne qualité. Donc en fait, c'est un mythe. Sur cette partie-là, c'est vraiment un mythe sur lequel on espère qu'on va pouvoir essayer de recréer. Donc c'est un peu des coups de... une façon de penser solution. On veut beaucoup des solutions aujourd'hui, mais on évite de poser la question de où est le problème. Et c'est un peu ça aussi qui se pose, c'est que rechercher des solutions dans le recyclage, c'est aussi éviter de penser le problème de fond, qui est la question de nos modes de consommation, de la gestion des matériaux et de nos modes de vie partout sur la Terre, quoi. Merci beaucoup. Et donc, avant le recyclage, il y aurait aussi ne pas acheter ou réutiliser. Et justement, Julie, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu plus ce que tu fais sur la Belle Déchette, sur le terrain concrètement ? Oui, alors nous, le terme recyclage, effectivement, à la Belle Déchette, c'est un terme qu'on utilise peu. Concrètement, aujourd'hui, nous, donc une ressourcerie, c'est une structure de réemploi solidaire. On récupère un certain nombre de gisements, produits, matériaux, objets, dont les usagers ne veulent plus, souhaitent se débarrasser. Et au lieu de les jeter en déchetterie, par exemple, pour que ça parte en recyclage, on les invite à venir déposer directement au sein de la ressourcerie pour que nous, on puisse redonner une seconde vie à ces objets. Aujourd'hui, sur les 100 tonnes collectées annuellement, on a à peu près 85% qui partent en réemploi. Donc pour moi, le recyclage, c'est vraiment tout petit et on essaye vraiment de travailler là-dessus. On a 10% qui part en recyclage et ensuite 5% en déchets ultimes. Voilà, donc du coup, nous, tout le travail d'une ressourcerie, c'est effectivement de collecter, de donner une seconde vie, de revendre à petit prix, je disais ressourcerie, structure de réemploi solidaire, et de sensibiliser et de changer les comportements et de dire qu'on peut réutiliser plus longtemps, par exemple, nos textiles en les réparant. Il y a plein de techniques en fonction des objets. En tout cas, de sensibiliser à changer les comportements et de ne pas être donneur d'ordre ou de dire on ne fait pas bien les choses. En fait, d'ouvrir une porte et de dire qu'on peut faire autrement. Et chacun y va aussi à son rythme, même s'il est temps d'y aller. Voilà. J'ai vu que tu proposais aussi des formations de couture, de menuiserie, de recyclage. C'est quoi les retours en fait ? Est-ce que les gens sont assez actifs là-dessus ? Moi, j'imagine que ce sont les gens actifs qui s'inscrivent. Voilà, quels sont les retours là-dessus ? Oui, alors depuis 6 ans, on augmente fortement la sensibilisation, changement de comportement, par le biais d'ateliers réemploi, en interne et en externe. Et puis là, je fais un petit clin d'œil à une de mes collègues qui est présente dans la salle, qui, il y a encore quelques mois, me disait « Mais si, Julie, il faut absolument qu'on mette un atelier réemploi dans une galerie commerciale. » Moi, j'étais là « Oh non, pas ça, dans un temple de la consommation, c'est tout ce qu'on prône pas. » Et en même temps, effectivement, on est allé à la rencontre de personnes qui n'étaient pas sensibilisées, qui ne connaissaient pas nos structures. Et c'est aussi en allant vers ces personnes-là qu'effectivement les changements de comportement se font. Donc voilà, donc je lui tire mon chapeau pour cette belle proposition parce que c'est une réussite. Et oui, on fait des ateliers textiles, transformation d'objets, d'usage, et la petite nouveauté de la Belle Déchette qui va voir le jour courant 2024. On va déménager notre pôle valorisation et la boutique La Réserve, alors pour ceux qui connaissent, qui est du coup en zone industrielle sud-est, là, à côté,
voilà, à l'est de Rennes. On va déménager sur un site plus grand et on va y mettre aussi à côté un atelier partagé. Donc, le maître mot, ce sera le faire, réapprendre des techniques, transmission de compétences. Et on l'expérimente déjà en fait au sein de nos murs. On est une association, donc on a une équipe salariée, mais on a aussi beaucoup de bénévoles. On a à peu près une centaine de bénévoles aujourd'hui à nos côtés, et dont une trentaine, quarantaine très actifs de manière hebdomadaire. Et en fait, on a des personnes qui arrivent en disant mais moi j'ai pas forcément de compétences particulières. Mais si, en fait, on en a tous. Et dans nos lieux, qui sont des structures citoyennes, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse se transmettre de la compétence. Et donc, sur cet atelier partagé, c'est ça. C'est que les gens, ils viendront pas faire leur petit atelier tout seul dans leur coin. C'est de se dire, en fait, je vais peut-être rencontrer des gens qui vont pouvoir me donner des compétences pour valoriser un meuble, réparer ma chemise. Voilà. Et j'ai envie de dire que je ne sais pas exactement ce qui va s'y passer. C'est ça qui est la magie d'un atelier partagé comme celui-ci. Donc là, on a le côté formation et aussi, Baptiste, donc accompagnement aussi des entreprises. Pour toi, ce serait quel rôle pour les entreprises, quel rôle pour les citoyens, pour tout un chacun, si tu pouvais nous donner ton avis. C'est bien que tu dis citoyen et pas consommateur, on va dire. Le rôle des citoyens, il est dans la cité et il est politique. Et je pense que prendre le rôle de ce que veut dire la citoyenneté, il est important aujourd'hui, il est crucial, et il se pose autant à l'échelle politique. Et il ne faut pas se dire que c'est que la faute des acteurs politiques, peut-être que ça peut l'être, mais je pense qu'ils ont aussi le besoin d'un dialogue par rapport à ce que la population peut accepter, de se confronter à la réalité des enjeux, de ce que signifie la transition, des contraintes que ça peut poser, des impacts, des changements de comportement. Enfin, nous, on fait beaucoup d'histoire. On a vraiment étudié la place du matériau plastique depuis le 19e siècle et les relations que ça a eu, les impacts que ça a eu sur les populations, sur nos modes de vie. Et ce qui va arriver, enfin, ça va arriver, puisqu'il y a la finitude des ressources et il va y avoir des vrais enjeux. Et si c'est pas environnemental, ça va être politique, parce qu'on a tout délocalisé en Chine. Cette crise des matériaux qu'on a pu voir pendant le Covid pose des questions sur nos modes de consommation, sur l'accès en fait à des besoins primaires. Donc, le citoyen, aujourd'hui, doit se réapproprier ces notions-là, pas tout seul. C'est le rôle aussi des associations comme la nôtre, de lui rappeler qu'il a ces leviers-là et d'être mis en lien avec ces autres acteurs et d'échanger avec les entreprises. Et donc, les entreprises, ils peuvent parler avec leurs consommateurs, donc là-dessus. Donc, là, il y a la consommation qui peut arriver. C'est important de bien dissocier les deux. Et l'entreprise, à son titre, elle doit prendre conscience des enjeux stratégiques. Déjà, il faut le différencier. Il y a la différence entre la TPE-PME et la grosse entreprise. Il y a la différence entre le service et l'industrie. Il y a la différence vraiment... Enfin, chaque entreprise a des réalités. Et effectivement, l'entreprise, elle doit prendre conscience des transformations qui sont en cours, des transformations qui sont également politiques. Si on parle... Notre thématique, c'est plastique. Désolé. Mais il y a un traité international actuellement qui est en cours, qui va impacter d'ici 2025... toutes les entreprises. Si on ne va pas plus loin que l'Europe, il y a des réglementations également qui sont mises en œuvre. La CSRD, qui est une réglementation également qui va imposer une réflexion là-dessus. Ces entreprises doivent s'adapter soit par les nouvelles contraintes qui vont arriver, mais également elles doivent anticiper les crises. Si on parle de l'énergie avec la crise en Ukraine, il y a eu des formes extrêmement intéressantes de gestion de l'énergie qui ont pu être faites. Je pense à l'industrie du recyclage, par exemple, faire des shifts de nuit pour mieux gérer la question de l'usage de l'électricité. Et de la même manière, dans les matériaux, c'est à penser. Comment est-ce que je pense mes matériaux à l'échelle de mon territoire, pas seulement pour un enjeu écologique, mais pour un enjeu de stratégie, pour avoir la résilience de mon business model. La résilience de mon business model face à des périodes de crise qui vont arriver. Et les crises, c'est des opportunités également. Ce sont des sursauts qui amènent à avoir une réflexion sur notre quotidien et qui amènent à l'adaptation. Donc c'est bien de les préparer, ces crises, et effectivement, c'est ce qu'on essaye de faire, d'amener ce message et de dire quels sont les leviers au regard de ce que vous faites au quotidien et avec vos moyens pour entamer une prise de changement. Et ça passe aussi par la mise en place d'un autre regard sur ces ressources, une meilleure vision de ces flux, où là, nous, on propose des cadres conceptuels qui sont, on le pense, plus pertinents pour regarder les flux au sein des entreprises. Je pense notamment à la notion des déchets des activités économiques, DAE, qui est une définition par la négation, c'est-à-dire qu'en gros, un déchet des activités économiques, c'est un déchet qui n'est pas ménage, et du coup, ça ne veut absolument rien dire.
Et nous, on propose de nouvelles définitions, déchets de la vie d'entreprise, déchets des activités commerciales et administratives, et les déchets des activités économiques qui sont reliés vraiment à la mission qui crée de la valeur dans l'entreprise, qui peut être le recyclage, qui peut être faire des vêtements, les chutes, etc. Et donc ça permet de se dire, si je mets en place une stratégie de transition demain, si je veux réduire à hauteur de 2035, par exemple, de 50% l'empreinte de mon entreprise, je peux essayer de travailler dans les 5 premières années à réduire de 50% mes déchets de vie d'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des mégots, potentiellement, ça veut dire la restauration, ça veut dire le café, des choses comme ça. Je peux réduire à hauteur de 30 ou 40% mes déchets administratifs et commerciaux, ça va souvent être du papier, des choses comme ça. Et puis à la fin, si jamais tu veux pas trop toucher à ton activité économique, tu vas la toucher, mais on va dire à N+7, on va dire. Mais au moins, tu auras préparé les 6 années avant, tu auras préparé tes partenaires, l'ensemble de la chaîne de valeur, et tu auras géré le risque. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, en tant que patron, c'est aussi la question de la gestion des risques dans un monde on a l'impression qu'il y a des risques au quotidien, quoi. Donc c'est aussi ça où il faut se mettre à la place de ces secteurs-là et leur donner les clés pour rassurer leurs actionnaires, rassurer leurs banquiers, rassurer cet écosystème d'acteurs. Et je pense qu'il est important aussi de se mettre à la place parfois, et parfois il y a de la mauvaise foi, mais je ne suis pas de l'avis de se dire qu'en fait la mauvaise foi elle est partagée par tous. Je pense que parfois on est démunis face au manque de moyens facilement accessibles dans la minute là-dessus. Et donc c'est là où nous on propose une autre vision de la gestion des flux, et là-dessus il y a d'autres acteurs qui eux proposent des solutions comme Mego par exemple pour la collecte de mégots en entreprise. Voilà, je pensais à Cause, une autre entreprise en Bretagne qui fait des planches de surf à base de champignons. Et là-dessus, ces entreprises ponctuelles qui sont hyper intéressantes à base d'initiatives individuelles peuvent trouver toute leur voie dans cette direction. Mais souvent l'image que je donne, c'est que si on s'attache à décrire un arbre en décrivant chacune de ses feuilles, on va prendre du temps à décrire l'arbre en fait. Donc ce qui est important, c'est de savoir de quoi est constitué le tronc, les racines aussi, c'est bien, et les branches, et puis après chacune des feuilles. On peut dire que les innovations, les solutions ponctuelles, c'est toutes les feuilles de cette branche-là, mais il est important d'avoir les branches et d'avoir le tronc, si on veut être efficace dans la mise en œuvre, et si on veut aussi accepter la part de risque, convaincre, etc. Donc c'est plutôt cet aspect-là, donner des outils conceptuels pour exprimer ce que ça veut dire la transition dans la durée et rassurer ses collaborateurs. Oui, je ne sais pas si tu avais une autre question, mais effectivement, il y avait 2 points sur lesquels je voulais réagir. Le premier, c'est ce que tu as dit un petit peu en dernier sur le fait qu'une entreprise fait face à pas mal de risques d'une manière générale dans son activité, et finalement, quand elle cherche à faire mieux, elle prend des risques supplémentaires, des risques compétitifs, parce que ça va peut-être lui coûter plus cher, ou peut-être il va y avoir un réajustement. En tout cas, elle s'expose, elle prend plus de risques que de rester dans le business as usual et de faire comme tous les autres. Et pour moi, c'est un argument très fort en faveur d'une réglementation plus ambitieuse. Parce que, en fait, si on change pas les règles du jeu pour l'ensemble des entreprises d'un secteur, et du coup, on ne s'attaque pas à ce problème qui fait que chacun n'ose pas bouger et qu'il n'y a que vraiment les plus motivés, les plus visionnaires, ou je ne sais quoi, qui vont aller très très loin. Et bon, il y en a quand même, bien sûr, mais il reste une minorité. Et si on revient à l'échelle des individus, c'est un petit peu la même chose aussi. C'est-à-dire qu'on peut aller très très loin dans le zéro déchet, par exemple, ou dans un mode de consommation plus soutenable, ou de déconsommation, je ne sais quoi. Mais en fait, on va nager à contre-courant. Ça va nous demander énormément d'efforts. Parce que l'ensemble des choix qui nous sont offerts nous poussent plutôt vers de l'autre côté. Et donc c'est pour ça qu'à mon sens, il faut absolument s'attaquer à l'échelle collective, à la construction des règles du jeu et des architectures de choix, pour qu'on n'ait pas cet effet-là, que ce soit au niveau des individus ou au niveau des entreprises. C'était une réaction parce que tu avais prononcé le mot risque et que ça m'a fait penser à ça. Et puis je voulais rebondir aussi sur, tu as évoqué brièvement la question du traité sur la pollution plastique, et c'est pour moi un gros enjeu du moment, effectivement, parce que donc c'est un traité qui est en train d'être négocié à l'échelle internationale, donc là depuis ça va se poursuivre en 2024. Et l'un des enjeux, c'est de savoir si ce traité il va se contenter de dire il faut qu'on gère mieux la pollution plastique,
C'est-à-dire qu'on oriente plus les flux de plastique vers le recyclage, par exemple, et que tout soit proprement géré, qu'on évite les fuites de plastique dans l'environnement. Enfin, et alors, c'est évidemment des problématiques importantes. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en préoccuper. Mais à mon sens, l'enjeu de ce traité, c'est d'arriver à mettre un plafond sur la production de plastique vierge à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale. Donc de caper, enfin de mettre une limite, voilà, tout simplement pour nous permettre de respecter les limites planétaires. Et ça, c'est loin d'être gagné, même s'il y a quand même un certain nombre de pays qui se prononcent pour le fait de plafonner la production de plastique vierge. Mais voilà, pour moi, ça revient à la question de départ qu'on posait sur le recyclage. C'est que voilà, si on reste dans l'illusion que le recyclage va nous permettre de continuer à fonctionner, donc il suffit de soutenir fortement le recyclage et de se convertir au recyclage et ça va aller. Pour moi, ça, ce serait vraiment une erreur de faire ça dans le cadre de ce traité si on n'attaque pas le problème à la source. Parce que voilà, le recyclage et même le réemploi, ils n'ont d'intérêt que si ça permet de réduire la consommation de plastique. Et pour le réemploi, je pense que ça vaut le coup de le redire aussi, parce que les vêtements en sont un bon exemple. Ça sert à rien de faire plus circuler les vêtements si en parallèle ça ne permet pas de freiner la fast fashion, par exemple. Voilà, il faut qu'on arrive à réduire les volumes, c'est essentiel. Et donc, il faut qu'on garde bien à l'esprit qu'il y a un lien entre les deux, quoi. Voilà. Je veux bien réagir là, effectivement, sur ce que tu viens de dire à la fin. Nous, aujourd'hui, là, il y a la responsabilité élargie des producteurs qui est en marche, avec des éco-organismes dont le financement et la gouvernance peuvent être longuement débattus. Mais clairement, nous, en tant qu'acteurs du réemploi, on est confrontés à ces gros mastodons qui, par exemple, il y a quelques temps, là, dans le cadre de la loi AGEC, nous ont posé la question de, en tant qu'acteur du réemploi, est-ce que vous seriez content en fait, de récupérer des gisements qu'on n'a pas réussi à vendre, donc gisements de la grande distribution. Alors clairement, Belle des Chètes a clairement dit non, hors de question en fait. C'est pas le but de nos structures, c'est pas les valeurs qu'on défend. Et donc c'est là où il faut aussi qu'on ait un discours vers les politiques, mais aussi vers les consommateurs, parce qu'effectivement, je te rejoins, le consommateur a un acte politique militant sur sa façon de consommer. Et voilà. Et par rapport à ça, en tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire, je pense qu'on est un peu les seuls, par contre, à pouvoir, dans nos espaces de vente, dire aux clients, clientes, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que vous ne pouvez pas faire autrement? On n'est pas dans une logique de profit. Faire des bénéfices pour une association, ce n'est pas un gros mot, à partir du moment où effectivement on le réinjecte pour développer notre activité. Là où moi, ça coince pour moi, c'est qu'effectivement, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui doivent faire du profit. Et donc, du coup, cette course au chiffre d'affaires, elle est nécessaire, d'où la difficulté de changer leur comportement en interne et leur process. Voilà. Et donc, voilà, nous, on n'est pas confrontés à ça, mais pour nous aussi, par contre, c'est difficile financièrement. Enfin, on a des modèles économiques à tenir, on a des emplois derrière, et voilà. À l'échelle de la Belle des Chètes, peut-être ça peut vous paraître rien du tout, mais à l'échelle, par exemple, du territoire de la Bretagne, c'est 80 structures de réemploi solidaire, enfin ressourcerie et recyclerie. C'est plus de 300 équivalents temps plein. C'est plus de 2500 bénévoles. Enfin voilà, il y a vraiment du monde derrière en fait. C'est pas que de l'associatif avec qui vivote quoi. Et justement, tu me disais juste pour préparer cette table ronde que un de tes buts, ce serait que la Belle des Chètes n'ait plus vocation à exister en fait. Puisque ça voudrait dire que le problème serait résolu. Bon, ça n'arrivera pas, et je te le souhaite que ça n'arrive pas. Mais je trouvais l'idée intéressante. Est-ce que tu peux développer un petit peu ça? Ben oui, dans un monde idéal, effectivement, le déchet, ce serait un mot banni de notre vocabulaire. Alors nous, on le bannit à la Belle des Chètes. C'est un terme qu'on utilise très peu, en tout cas. Mais oui, si derrière, effectivement, il y a une consommation raisonnée, si on est dans une sobriété, si il y a toutes ces réflexions-là, si en fait on met du sens dans tout ce qu'on fait, dans nos actes d'achat, mais dans notre manière dans tout en fait. Clairement, on pourrait se dire que la réduction des déchets, elle se fait drastiquement
j'ai envie d'être optimiste. Donc j'y crois et peut-être qu'un jour la Belle des Chètes n'existera plus. Bon, voilà, force est de constater qu'on ne va pas forcément dans le bon sens et que du coup il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je reste optimiste. Ça marche. J'ai une dernière question. Après, j'ouvrirai les questions à tout le public. Donc, si vous avez quelque chose en tête, n'hésitez pas. En fait, je me suis rendu compte qu'on parlait beaucoup des solutions. Je ne vous ai même pas posé de questions sur le constat. Si vous vous êtes dit, mais il fait tout à l'envers, vous avez raison. Donc, je vais vous poser une question sur le constat cette fois-ci. Combien de tonnes par personne de déchets par an, par jour? Quels sont les types de déchets? D'où ils viennent? La géopolitique? Ça fait beaucoup de questions, mais si vous avez envie de prendre un de ces sujets-là pour faire un constat en quelques minutes. Question difficile. Je peux entamer. Allez. Je peux entamer. Alors je commencerai tout d'abord par évoquer ce qui a été assez bien évoqué par Flore. Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut dissocier. Je pense que la réalité écologique est tellement récente qu'on a du mal conceptuellement à la poser sur un échiquier politique et à la conceptualiser. Et en fait, des recherches, j'ai un peu l'impression qu'il y a deux problématiques. C'est d'une part l'accès aux ressources, qui est au final né comme ça dans le domaine public et international, avec du coup le rapport Meadows des limites de la croissance dans un monde fini. Et c'est comme ça qu'on a posé les enjeux de notre modèle par rapport à des ressources finies. Et ça, c'était vachement bien parce qu'un ensemble d'associations et d'acteurs qui ont été un peu mis sur le côté pendant des siècles, depuis le 19e, ont pu utiliser cet argument qui a trouvé un écho mondial pour parler d'un autre sujet qui est le respect de l'environnement. Mais c'est deux sujets totalement distincts. Il faut voir la différence entre les moyens et les fins. Ceux qui sont dans le domaine du respect de l'environnement voient le domaine de la limitation des ressources comme un moyen pour parler du sujet qu'il faut respecter l'environnement parce que ça va permettre à ça. De l'autre côté, des gens qui sont dans le domaine de l'allocation, d'avoir des ressources, trouvent un intérêt, les services écosystémiques, toutes ces choses-là, pour justifier en fait l'entretien de l'environnement dans le cadre de l'accès à des ressources. Voilà, les stocks de poissons, voilà, etc. Mais en fait, dans les faits, et c'est notamment mis en avant par le recyclage, le recyclage, c'est accéder à des ressources, mais c'est pas nécessairement respecter l'environnement. Et là, on a quelque chose qui met en avant en fait la contradiction entre les deux. Et donc aujourd'hui, la question qui se pose au final, de l'impression que j'ai au niveau du domaine politique, c'est accéder aux ressources. Ça reste ça. Et à mon sens, c'est ça le rôle d'un politique par rapport à sa population, c'est donner le moyen à sa population d'accéder à une ressource. Cette ressource, elle est matérielle, elle est individuelle si on va plus dans la droite, et puis si on va à gauche, elle est plus culturelle, etc. Mais dans l'ensemble, il propose un moyen pour que les citoyens puissent accéder à des ressources. Mais l'enjeu, il est aussi le respect de l'environnement, et tant qu'on va brouiller les deux, les messages, ils vont pas être clairs en fait, et on va continuer à mélanger l'un et l'autre. Et c'est un peu, j'ai l'impression, ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans ce brouhaha de concepts qui vont l'un dans l'autre, et les personnes qui prêchent une parole, et en fait, elle va au contraire de l'autre, ça fait une espèce d'imbrigolio qui est compliqué pour les individus, je pense, de trouver, moi, j'y crois en quoi. Ma personnalité, elle penche plutôt vers où et vers où. Et du coup, sur le point de vue politique, là, c'est compliqué en termes de message. Du coup, on perd les citoyens, ce qui, à mon avis, alimente l'éco-anxiété. Sauf que pendant ce temps-là, on a un modèle qui continue à perpétuer et à, on va dire, à s'adapter à ces contraintes-là, et en fait, et qui pousse les ressources jusqu'au bout, jusqu'à un moment donné où on va avoir un souci. Donc en fait, le constat aujourd'hui, en termes de ressources, c'est qu'on continue avec une transition plastique. Si on parle de transition plastique, c'est-à-dire qu'on augmente le taux, le pourcentage de plastique dans les industries. Voilà, on va faire de l'isolation des bâtiments pour la stratégie nationale bas carbone. Du coup, on va isoler au polystyrène. Voilà, on va vouloir des voitures plus légères. Du coup, on va mettre plus de plastique, etc. Mais en fait, ils vont aller au contraire de l'économie, de l'économie circulaire. Et donc, l'Institut national de l'économie circulaire avait proposé une étude qui est intéressante, qui s'appelait la stratégie nationale bas carbone sous contrainte de ressources. Et donc aujourd'hui, c'est ça le concept qui est problématique, c'est qu'on a deux champs qui ont du mal à se comprendre, et en plus il y a un champ qui est hyper récent, qui est celui de l'économie circulaire, et les deux champs s'attaquent l'un et l'autre. Et quand en plus on a des modes d'organisation qui fonctionnent en silo aujourd'hui, parce que les entreprises du coup elles se sont concentrées sur leur cœur des métiers dans les années 90,
c'est compliqué d'approcher des stratégies systémiques à l'échelle d'une agglomération, à l'échelle d'une région et à l'échelle d'une entreprise. C'est-à-dire que le service déchets, il va pas forcément avoir des bonnes relations avec le service développement éco, qui lui va avoir des enjeux avec le service urbanisme. Et du coup, le plan local d'urbanisme, le plan local agricole, d'alimentation, etc., ces plans-là, ils sont pas pensés l'un dans l'autre. Et en fait, du moment qu'on n'a pas ça, on va toujours mettre les pieds dans le tapis en fait, de ce que c'est que la transition. Et du coup, ça aujourd'hui le constat, c'est que tant qu'on n'aura pas résolu la capacité de penser les problèmes dans sa globalité, on n'avancera pas, et en attendant, le problème il continue. Tu voulais... Après les questions. Oui, peut-être rapidement, parce que tu demandais qu'on donne des chiffres. Alors, je suis toujours un peu gênée par les chiffres concernant la partie déchets, parce que déjà, c'est un peu difficile de se représenter. Si je vous dis, voilà, votre poubelle, elle pèse 300 kilos par an, ou 400 kilos, ou 500 kilos. Déjà, ça dépend du périmètre, de quelle poubelle précisément on parle, parce qu'on en a plusieurs, et puis il y a aussi les déchets qu'on apporte en déchetterie. Donc, en fait, on s'y perd un peu, et d'ailleurs même les acteurs entre eux-mêmes, parfois, on n'utilise pas les mêmes chiffres parce qu'en fait, on parle pas exactement du périmètre. Bon, bref. En gros, l'ordre de grandeur de vos déchets, enfin des déchets dont vous êtes directement responsable, c'est discutable, mais en tout cas que vous faites l'acte de jeter, on va dire, c'est entre 300 et 500 kilos suivant le périmètre précis que vous prenez. Donc c'est déjà considérable. Si vous rapportez ça au nombre de jours par année, par exemple, ça vous donne un ordre de grandeur. Mais déjà, par exemple, ça vous donne pas l'ordre de grandeur de votre empreinte matière, c'est-à-dire toutes les ressources qu'il a fallu mobiliser pour aboutir à votre consommation, et qui est plutôt de l'ordre de 10 fois le poids de votre poubelle finale. Et puis après, si vous regardez les statistiques à l'échelle nationale, tout secteur confondu, etc., vous pouvez avoir l'impression que finalement les déchets des ménages, ça pèse peanuts par rapport aux déchets du BTP, etc. Et donc, du coup, vous pouvez vous dire, mince, en fait, moi, mes actions, elles ont aucun impact, etc. Bon, en fait, on ne parle pas exactement du même type de déchets, ils n'ont pas exactement les mêmes impacts. Et donc bon, c'est pas évident de s'y retrouver, en tout cas, pour savoir quels chiffres sont importants et tout ça. Et surtout, bon, là, on est sur un angle, une entrée vraiment déchets. Et ça change un peu les choses de prendre une entrée déchets ou de prendre une entrée ressources. Et moi, de plus en plus, j'essaye de pousser, pour avoir une entrée plutôt ressources, parce que, pour diverses raisons, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si quand même un mot, c'est-à-dire, par exemple, si on se met dans la peau d'un acteur public qui pense les politiques publiques, prendre une entrée déchets, prendre une entrée ressources, ça ne donnera pas les mêmes résultats en termes de politique publique. Et par exemple, la REP dont tu parlais tout à l'heure, la responsabilité élargie du producteur, son point de départ, c'est une entrée déchets. C'est dire, les déchets, ça coûte cher, il va falloir qu'on mette en place un mécanisme pollueur-payeur pour que ça couvre financièrement la fin de vie des déchets. C'était pas une entrée ressources, c'était même pas vraiment une entrée environnementale à proprement parler. Et du coup, ça se retrouve malheureusement encore dans le fonctionnement des REP aujourd'hui, 30 ans après, 40 ans après les premières REP. Et donc la manière dont on pense les choses, ça marque quand même beaucoup les stratégies derrière. Et juste pour balancer un dernier chiffre comme ça, avec justement un peu une autre approche, une approche plutôt de consommation, comme je travaille beaucoup sur le textile en ce moment, moi un chiffre que j'ai vraiment tout le temps en tête, c'est que c'est le niveau de consommation de textile en France. Et donc pour vous donner un ordre de grandeur, on est à presque 50 pièces de textile mises sur le marché, mises sur le marché français par an par Français. 50 pièces de vêtements, chaussures par personne. Voilà, il faudrait être à 10 fois moins pour être soutenable du point de vue consommation, pour vous donner une idée. Mais 10 fois moins, dans l'absolu, c'est pas non plus revenir à l'âge de pierre. Avoir 5 vêtements neufs par an, si en plus on peut compléter par du réemploi, faire circuler les choses et tout ça, moi je trouve ça plutôt... moi ça me donne de l'espoir finalement, parce que je me dis, mais en fait, c'est quand même à notre portée. Voilà. On peut voir ce chiffre de deux façons, mais j'espère que ça vous donne de l'espoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a un micro qui va circuler dans la salle. Bonjour, ce serait une question concernant le plastique et l'évolution. En fait, moi, j'ai entendu parler je me souviens pas des chiffres, mais d'une forte explosion de la production de plastique à venir dans les années à venir.
Alors, sachant qu'il est produit avec du pétrole et que ça a tendance à augmenter les prix, et qu'il y a aussi des solutions alternatives comme par exemple le mycélium ou les algues, il me semble. Enfin, comment vous voyez l'évolution de la production du plastique en admettant qu'il n'y ait pas de quotas, ce qui semblerait raisonnable mais pas forcément réaliste, des quotas de production de plastique au niveau international? Oui, sur cette partie-là, en fait, aujourd'hui, des stratégies alternatives sont développées par les industries pétrolières pour optimiser l'usage du pétrole dans le cadre de la production de plastique. Le plastique, à l'origine, c'est un déchet du pétrole. En fait, on a distillé du pétrole, on se retrouve avec une masse de produits chimiques, on ne savait pas quoi en faire. Et ça tombe bien, on arrive à en faire en matériaux, trop bien. Et en plus, on arrive à le vendre encore mieux. C'est un peu un concours de circonstances, hein, vraiment, comment c'est arrivé. Sauf qu'aujourd'hui, du coup, il y a des stratégies carbone, donc on va vendre des voitures électriques. Et du coup, ça va nous permettre d'essayer de valoriser plus de pourcentage de pétrole qui va servir à faire du plastique. Et aujourd'hui, par exemple, en Chine, il y a des usines qui augmentent à hauteur de 80%. En fait, l'usage de pétrole pour faire juste du plastique. Donc en fait, le pourcentage, il va être plus important. Et en fait, ils vont continuer à alimenter ces stratégies-là, mais du coup, ça rentre en complément. Je prends Jancovici, où en fait, les énergies, elles s'additionnent, elles se substituent pas. En fait, ça va être pareil avec les matériaux. Ils ont des stratégies qui sont très intéressantes. En fait, ils vont arriver par des méthodes à arriver à vendre ce matériau parce que c'est un matériau qui fonctionne sur plein d'axes et puis c'est un matériau qui marche bien. Donc ils vont y arriver. Il y a pas de, je pense, faut voir, mais je pense qu'il y a moyen qu'ils y arrivent. Enfin, si c'est bien fait de leur part, hein, encore une fois. Ouais, je dirais même qu'en fait, aujourd'hui, on peut même dire que c'est la production de plastique qui tire l'extraction de pétrole, en fait. Alors qu'au départ, c'était un coproduit, un sous-produit, voilà. Donc, c'est pas hyper réjouissant de faire ce constat. Et effectivement, les courbes de progression, enfin, des projections de croissance du secteur sont assez impressionnantes. Donc c'est des signaux assez négatifs et vous parliez de, peut-être, vous laissiez entendre que comme on va vers une raréfaction des ressources en pétrole, peut-être que les prix vont augmenter et que ça permettra de réguler un peu la demande. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas du tout ce qu'on observe et que le plastique vierge, au contraire, il est tellement peu cher qu'aujourd'hui, il concurrence le recyclage du plastique. Là, en ce moment, il y a des recycleurs qui sont en train de mettre la clé sous la porte parce qu'ils n'arrivent plus à refourguer leur matière plastique recyclée. Alors, malgré toutes les limites qu'on a posées au départ sur le recyclage, hein, mais là, je me fais l'avocate des recycleurs, c'est le comble parce que le plastique vierge est tellement peu cher que du coup, le plastique recyclé, il vaut rien du tout. Et juste pour donner un exemple sur l'histoire récente, parce que là on parle du futur, mais en fait ça arrivait déjà depuis 2008, etc. Le gaz de schiste, aujourd'hui nos emballages, en fait, avant on nous vendait plus de polystyrène parce que en fait avec du pétrole on peut plus facilement faire du gaz de schiste, enfin on peut plus facilement faire du polystyrène, mais après avec le gaz de schiste on peut plus facilement faire du polyéthylène. Du coup on a été poussé à la vente de polyéthylène. Et aujourd'hui les emballages c'est pas mal de polyéthylène qui vient du gaz de schiste américain et qui a entretenu cette industrie-là. Donc en fait, ça s'est déjà réalisé dans les 10 dernières années. Et c'est pas nécessairement ça qui va amener un changement radical, quoi. Ok. Bonjour. Oui, je voulais juste te demander par rapport à l'opacité, en fait, du recyclage, que je trouve être un facteur aggravant, en fait, une espèce de pousse à la consommation de tous les consommateurs que nous sommes, de balancer en fait des trucs dans une poubelle jaune en se disant oh, j'ai fait mon job, c'est super, ça va avoir une deuxième vie. Enfin, cette espèce d'illusion de repousser. Où est-ce qu'on en est en pratique en France par rapport à la visibilité de ce qui est absolument pas recyclable, qu'on met dans une poubelle en se disant que ça va l'être, alors qu'en réalité, je suppose que ça finit dans une déchetterie. On en est où? Quelle est la proportion de ce qui est vraiment recyclable, de ce qui est accepté dans une poubelle jaune aujourd'hui en France par rapport à ce qui va finir dans un trou? Déjà, faut rappeler que les règles de tri ont évolué.
avec l'extension des consignes de tri, ce qui fait que le message maintenant, c'est de dire bon, tous les emballages plastiques doivent être mis dans le bac jaune. Et effectivement, du coup, ça instaure un questionnement qui est bon, mais est-ce que tous ces emballages qu'on met dans le bac jaune, et notamment ceux en plastique, est-ce qu'ils se recyclent réellement? Et la réponse est non. Le but de l'extension des consignes de tri, de ce changement de consigne, c'était de rendre les choses plus simples pour les gens et de massifier les flux pour peut-être permettre le développement de certaines filières de recyclage pour les plastiques qui n'étaient pas encore recyclables et recyclés. Mais effectivement, le constat, c'est que du coup, on trie des choses qui ne sont pas forcément recyclées derrière parce que la filière, elle n'existe pas forcément, parce que même techniquement, parfois, on n'a pas la possibilité de recycler, etc. Alors, quelle est la proportion précise, exacte des emballages plastiques qu'on met dans la poubelle jaune et qui ne seront pas recyclés? C'est assez difficile à dire. Quand j'ai écrit mon livre il y a 2-3 ans, ce qui était communiqué de manière officielle, même si ce n'était pas trop dit par Citeo, qui est l'éco-organisme des emballages, c'était que la moitié en fait, des emballages plastiques mis sur le marché n'étaient pas recyclables. Maintenant, ils sont revenus un peu là-dessus. Ils disent plutôt que c'est 35% des emballages plastiques qui disposent pas de filière du tout actuellement. Moi, je pense que dans les 15% qui font la jonction entre les deux, je suis pas sûre que les filières soient vraiment efficaces et optimales à ce stade. Après, d'une manière générale, il faut rappeler ce que disait Baptiste au tout début, c'est-à-dire que derrière le mot recyclage, on met des réalités très très différentes. Et que quand on dit oui, il y a 50% des emballages qui sont recyclables, donc la moitié de ce que vous mettez comme plastique dans le bac jaune, ça va être recyclé, ça répond pas à la question, oui, mais en quoi précisément? C'est certainement pas pour refaire un emballage plastique du même type. L'immense majorité, ce sera quand même du décyclage, du sous-cyclage, c'est-à-dire du recyclage en un plastique mais de qualité inférieure. Donc ça reste un bémol sérieux sur même la recyclabilité de ce qu'on met dans la poubelle jaune. Ouais, je rajouterais que c'est important de rappeler ce que c'est que le matériau plastique aussi. Hein. C'est pas un emballage, c'est un matériau. 66% des plastiques ne sont pas des emballages, sans compter le textile. Ça, c'est les chiffres de Plastique Europe. Et sans compter les vernis, les colles, les peintures, les composites. Voilà. Déjà, voilà, ça nous donne l'ampleur de la chose. Ces emballages-là, comme on l'a évoqué, 50%. Nous, on avait fait du coup un recoupage, mais plus récemment, du coup, il y a un an, c'était 50% de ce qui rentre dans une usine était potentiellement recyclable, et après on reperdait 50% dans une usine de tri, dans un centre de tri, et après on reperdait 50%, et à la fin on avait à nouveau, je crois, 50% qui étaient réellement réextrudés dans l'année. Donc à la fin on n'avait vraiment pas grand chose, et après il faut voir encore une fois du coup effectivement ce qu'on appelle des exutoires, c'est quoi les produits finaux là-dessus, sachant qu'en plus dans le recyclage, comme tu disais, les réalités sont différentes. Si on prend le caoutchouc, les pneus, par exemple, on va faire, à une époque, on faisait beaucoup d'aires de jeu avec du pneu, ça construit les routes, ça fait ces éléments-là, et ça, c'est pas forcément ce qu'on pourrait dire du recyclage, parce que ça crée de la pollution court, moyen, long terme, et c'est plutôt un moyen de se dire, tiens, ça sert à quelque chose. Donc en fait, cette réalité-là, elle est là. Opérationnellement parlant, c'est très compliqué, parce que c'est un matériau qui est complexe. Dès qu'il y a du gras dessus, c'est foutu. Et encore une fois, dans cette famille-là, tout ce qui est peinture, si on parle des microplastiques par exemple, microplastiques, il y a 30%, c'est le revêtement routier. Les peintures des routes. On va avoir 30%, ça va être microfibre, du coup, on va avoir 23%, ça va être... du coup, donc, on va avoir l'usure des pneus, et puis on va avoir un truc, je crois que c'est de l'ordre dans les 20%, c'est les poussières des villes. Poussière des villes, c'est l'usure des chaussures, c'est le vernis qui s'use dans une maison, c'est un peu tout et n'importe quoi, mais on ne sait pas où le classer. Et dans ce lot de microplastiques, les GPI, les granules plastiques industriels, là, c'est 1%. 1%. Donc c'est cool, on en parle, hein. Mais en fait, fondamentalement, c'est quoi? C'est qu'on est sur un système on est sur un projet de société qui a systématisé un matériau, mais on ne s'est pas rendu compte des contraintes qui sont faites sur ce matériau dans le monde quotidien, et c'est ça l'enjeu de fond, c'est comment on fait des routes, comment on fait tout ce qu'on a pu faire grâce à ça, mais différemment et de manière à ce que ça tienne. C'est ça la question centrale qu'on devrait poser à nos élus, qu'on devrait poser à nos entreprises, qu'on devrait penser collectivement avec les citoyens. C'est ça, dans le fond. C'est pas de tenter désespérément de remettre, de faire quelque chose du plastique qu'on a récupéré, c'est comment se dire comment
en diffuser moins au départ, parce que la problématique de la dissémination que tu décris là, les perspectives de recyclage sont absolument impossibles. Et dès que ça touche la mer, game over, parce qu'en fait, il y a des organismes qui vont se poser dessus, donc là, ça va être compliqué. Et en fait, un autre truc, c'est 98%, je crois que c'est 95% du recyclage en France des plastiques, c'est du recyclage mécanique. C'est-à-dire qu'on va broyer, on va chauffer, on va réextruder. Tout ce qui sont des techniques de recyclage chimique, déjà, soit ça demande de l'énergie, soit ça va créer des déchets chimiques, et ça passe pas à l'échelle. Donc, il ne faut pas croire dans ces chimères qui peuvent être des solutions ponctuelles, mais ça ne fonctionnera pas. Faut juste en tout cas, pas à l'échelle de notre consommation de plastique. Voilà, et puis en fait, il faut penser ces solutions comme des solutions qui nous permettront de gérer de manière la plus optimale le plastique qu'on continuera à utiliser parce que c'est pour des usages absolument indispensables et tout ça. Mais il ne faut pas les penser pour la consommation de masse de plastique qu'on a actuellement. Moi, je voulais rebondir sur la question initiale. Cette question, elle revient assez souvent pour avoir participé à la stratégie déchets 2030 sur le territoire de Rennes Métropole. C'était une question qui revenait de la part d'acteurs du monde du réemploi, du déchet, des habitants, des entreprises. Et du coup, il y a une opacité qui est quand même juste hallucinante. Et c'est aussi à nous, je pense, citoyens, citoyennes, acteurs, d'aller demander ces chiffres-là et de faire bouger les choses. Il y a des rapports qui sortent annuellement de la part des collectivités. Tout à l'heure, on parlait des REP, les éco-organismes, très opaques pour avoir des éléments. Il faut quémander les données et encore, même et les décrypter, c'est ça. Donc je pense, on a aussi une carte à jouer, nous, en disant, mais clairement, est-ce qu'on peut avoir des éléments simples de compréhension et des éléments qu'on nous donne régulièrement. Et ça, c'est pas si simple que ça. Vraiment. Oui, mais moi j'avais une question auquel vous avez déjà un peu répondu, mais on parle énormément de plastique, donc vous venez d'expliquer pourquoi. Est-ce qu'il y a d'autres matériaux, donc je comprends bien que c'est une énorme priorité, est-ce qu'il y a d'autres matériaux qui sont dangereux aussi, parce qu'on s'est beaucoup concentré sur le plastique, et est-ce qu'il y a eu un focus ces dernières années sur le plastique, alors que j'ai un peu l'impression qu'avant on parlait plus déchets de manière globale et que vraiment maintenant on est en train de faire ce zoom en fait sur ce matériau-là. Si je peux, déjà, en fait, quand on regarde la courbe de production des matériaux, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que la courbe des plastiques, elle est exponentielle si on la compare aux métaux, en fait, à tous les autres matériaux. La modernité a été permise par les plastiques. En fait, c'est ça, c'est ce qui sous-tend notre système. C'est ce matériau-là. Si on n'avait pas d'isolant pour les câbles, on ne pourrait pas faire des milliers de kilomètres de câbles. Et ainsi de suite, enfin, sur tous les secteurs d'activité, sur tous ces éléments-là. Effectivement, on a des enjeux sur les métaux, on a des grosses pollutions en termes de produits chimiques, en termes d'extraction, en termes de transformation. Le recyclage nécessite beaucoup d'énergie. Le verre, c'est pareil. Il n'y a pas de solution miracle. La seule spécificité sur le matériau plastique, c'est qu'il y a une technicité sur ce matériau qui est abominable. Il y a un zoom qui n'a pas été fait par le passé, je pense à dessein là-dessus, et du coup ça me faisait penser à une archive, c'est dommage qu'on ne puisse pas la passer ici, mais de l'INA de 1971 où on a parlé, où il y avait des recycleurs. Si vous tapez INA plastique 1971, vous devrez la trouver, où il y avait des recycleurs qui parlaient du recyclage du PVC et qui disaient voilà, ça fait du chlorure de vinyle, c'est pas très sain, mais on est en dessous des normes. Et puis ils disent oui, mais demain on va devoir recycler des câbles, des téléviseurs, comment on va faire? Et il répond je crois que c'est le rôle de nos ingénieurs et ils travaillent activement pour que ça se règle demain. Et donc c'est un truc qu'on a mis sous le tapis pendant. Ça fait 50 ans. Même, ouais, c'est ça, on l'a mis sous le tapis. Et les métaux, si on prend d'un point de vue d'un recycleur type Derichebourg Environnement, lui, il a tout intérêt à avoir une voiture 100% métal. Parce que derrière, c'est facile à trier, ça vaut de l'argent, c'est facile à recycler. Et lui, d'avoir du plastique dans des voitures, ça le dérange parce qu'en fait, il va gagner moins d'argent. C'est une vraie complication technique, ce matériau-là, et c'est en tant que tel qui pose problème auprès de la communauté. Et en plus, son cycle de vie est tellement... En fait, c'est le seul matériau qui a été créé par l'homme. C'est ça, en fait, le truc. C'est l'ère d'un matériau qui n'existait pas avant, et
c'est les découvertes qu'on fait sur ce matériau qui posent question aujourd'hui. Les métaux, on les a travaillés pendant des siècles, même si on n'avait pas autant d'alliage, etc. Mais c'est vraiment c'est ça, en fait, le cœur de l'enjeu. Et dernière. Non, mais pour illustrer aussi, en réponse à la question, sur le textile, les vêtements, en fait, si on regarde les courbes d'utilisation des matériaux, enfin des matières textiles, donc il y a toutes les matières naturelles, et puis il y a l'explosion à un moment des matières synthétiques. Et c'est ça qui a permis la croissance de la production textile. Évidemment, les autres ont continué à croître, mais de manière relativement modérée. Et l'essor de la fast fashion, notamment, ça n'aurait pas pu arriver sans l'explosion des matières synthétiques. Ça a été une condition de réalisation, voilà. Et on voit que ça contribue à l'explosion des déchets, qui sont du coup eux-mêmes des déchets plastiques, de fait. Ça contribue à la problématique des microplastiques dans les océans et partout ailleurs dans les milieux naturels. Et donc on a quand même effectivement un énorme problème avec ce plastique, même si je reprends l'exemple des vêtements, la production de coton n'est pas sans impact non plus, etc. etc. Donc je ne dis pas que les autres matériaux, il ne faut pas s'en préoccuper et essayer de régler des problèmes aussi à ce niveau-là. De la même manière, pour les emballages, il ne faut surtout pas se dire on va substituer le plastique par carton ou divers composites. Ça ne réglera pas le problème, clairement, on va juste déplacer les impacts et tout ça. Il faut prendre le problème plus à la racine, mais on a quand même un gros problème avec ce plastique. Là, je ne peux plus, je suis désolé. Mais on va s'arrêter sur ces belles paroles. Donc, merci à tous les intervenants. Merci à Arthur, que je vois co-créateur de l'événement. Et merci tout le monde.